Alors, Myria est un organisme fédéral, public et indépendant, qui a trois missions légales. Nous devons veiller aux droits fondamentaux des étrangers qui viennent nous voir. Nous recevons plusieurs centaines de requêtes par an. Nous luttons contre la traite et le trafic d'êtres humains. Nous pouvons même nous porter partie civile en justice contre des auteurs de traite ou de trafic. Et nous devons faire des statistiques migratoires, donc analyser toute la migration, combien entre, combien sort, quels sont les motifs, en ce compris la migration des Belges à l'étranger. Donc nous accomplissons ces trois missions légales en toute indépendance, bien qu'étant public, ce qui est une singularité. En pratique, notre indépendance est garantie par le fait que le gouvernement ne peut pas se mêler de la manière dont nous fonctionnons. Il n'a pas de pouvoir sur notre conseil d'administration qui est nommé par le Parlement. Il n'a pas de pouvoir non plus sur la direction qui est nommée par le conseil d'administration. Et notre financement est délimité par un arrêté royal qui le fixe de manière très claire. En pratique, nous ne recevons pas d'injonctions positives ou négatives de la part du gouvernement. Nous avons ce pouvoir assez unique en démocratie de pouvoir même le critiquer en termes de droits fondamentaux, tant que nous le faisons de manière juste. Nous avons donc une position intéressante puisque nous sommes publics, mais nous sommes indépendants du pouvoir et donc nous avons une position qui nous permet de faire le lien, de tenter de construire des ponts dans ce secteur compliqué entre les ONG, les centres de recherche et les acteurs institutionnels. Il faut savoir ce qu'on entend par migration. Si vous prenez la migration légale, il y a à peu près 130 000 personnes qui entrent par an. Vous avez aussi plusieurs dizaines de milliers qui repartent, donc on fait la différence des deux pour avoir ce qu'on appelle le sol migratoire. Mais toujours est-il que dans cette migration légale régulière, vous avez une majorité d'Européens, environ 60%, et les trois nationalités les plus importantes sont de manière classique les Roumains, les Français, les Néerlandais, parfois dans un autre ordre. Mais avec ces trois nationalités-là, vous avez déjà une grande partie des migrants européens qui sont la plus grande partie des flux migratoires de gens qui viennent s'installer en Belgique. Si vous regardez les motifs de migration, il est assez frappant que le premier motif pour lequel les gens viennent, ce n'est pas la protection internationale ou les demandes d'asile, contrairement à ce qu'on croit. C'est en général le quatrième, parfois le troisième motif. Mais le premier motif, c'est les motifs liés à la famille. Le second motif est généralement lié au travail et aux études, et seulement après, vous avez des questions liées à la protection internationale. Donc il faut bien voir que les Européens prennent surtout une migration légale ordinaire entre eux, et qu'ils acceptent aussi une migration venant en partie des pays du Sud, dans laquelle la protection internationale n'est qu'une petite partie. On confond souvent migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. C'est des choses différentes. Tous les demandeurs d'asile sont des migrants, tous les migrants ne sont pas des demandeurs d'asile, et un réfugié est un demandeur d'asile qui a eu une réponse positive à sa demande, pour le dire simplement. Ce qu'on a eu en 2015, à l'été 2015, c'est un véritable pic des demandes d'asile et d'une vague migratoire, essentiellement composée de Syriens, d'Afghans et d'Irakiens, qui sont venus demander l'asile dans toute l'Europe. Et en Belgique, on est arrivé à peu près 39 000 demandes d'asile, ce qui est beaucoup, parce qu'en général, on en a 15-16 000 par an. Mais ce n'est même pas le plus gros pic que nous ayons connu, puisque nous avons connu davantage de demandes d'asile en l'an 2000, environ 42 000. Depuis 2015, c'est-à-dire en 2016 et en 2017, on est revenu à des chiffres à peu près normaux, entre guillemets, de 15 000, 16 000 demandes d'asile. C'est pour vous dire que la crise migratoire en tant que telle n'existe plus pour l'instant. On revient à des chiffres à peu près traditionnels en termes de demande d'asile. Le demandeur d'asile n'a pas droit à une aide financière quand il arrive, il a droit à un accueil dans ce qu'on appelle un centre ouvert, comme par exemple le Petit Château, comme par exemple d'autres structures. Il reste là le temps de l'examen de sa demande d'asile, et si elle est positive, eh bien, il sera gentiment invité à aller ailleurs, et si elle est négative, il recevra un ordre de quitter le territoire. Ce n'est que si vous êtes en séjour irrégulier, que vous n'avez pas exécuté un ordre de quitter le territoire, ou éventuellement que si vous êtes refoulé à la frontière, que vous risquez de vous retrouver dans ce qu'on appelle un centre fermé, qui sont des structures, contrairement au centre ouvert, où vous êtes contraint, où vous êtes dans une forme d'incarcération, en attente, logiquement, d'être expulsé. Ces centres ont à peu près aujourd'hui une contenance de 600 places, et ils servent, si j'ose dire, au rapatriement
d'environ, ou refoulement d'environ 6000 personnes en tout par an. C'est vrai que le centre fermé et l'enfermement des étrangers, c'est la question la plus sensible de tout le débat migratoire parce que c'est là que la question migratoire paraît la plus dure et prend le plus de réalité. Et tout à coup, on dit à des gens, on délivre des ordres de quitter le territoire et on leur explique, vous n'avez pas le droit d'être ici. Et dans une certaine logique administrative, on va jusqu'au bout de l'exécution consistant à dire à quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister, de vivre sur un territoire. Et là, il y a une question qui n'est pas seulement juridique, mais qui est philosophique. Euh, je pense que la question migratoire, elle condense la tension entre deux grands principes, deux grandes valeurs qui sont nées au XVIIIe ou au XIXe, et qui sont d'une part la souveraineté des États et de l'autre les droits de l'homme. Et on est vraiment dans la tension entre les deux au maximum avec cette question d'enfermement et d'éloignement des étrangers. Dans la logique de la souveraineté des États, il appartient en effet à un État qui dispose de frontières et dont la définition c'est l'adjonction entre un pouvoir des frontières et le droit de dire qui entre et qui sort, de dire de manière souveraine, j'ai le droit d'empêcher l'accès à mon territoire à un certain nombre de personnes. Et d'un autre côté, vous avez les droits humains qui disent, bah, théoriquement, toute personne a le droit de quitter son pays si elle se sent en danger, menacée, c'est le sens des conventions de Genève, et moralement, est-ce qu'elle n'a pas aussi le droit de quitter son pays si elle n'a pas d'occasion de vivre de manière conforme à la dignité humaine? Donc les centres fermés, ils matérialisent de manière très brutale et donc de manière très problématique ce côté-là, ce côté aussi d'une certaine injustice. Euh, les centres fermés existent sans doute pour, entre autres, faire passer des messages à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, puisqu'il s'agit de dire aux gens qui sont bénéficiaires de la nationalité dans un droit de séjour, regardez, moi, État, j'ai toujours des frontières, la preuve, je les fais respecter. Et à l'extérieur, ça permet de faire passer le message comme quoi, en effet, des frontières existent toujours. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que si on voulait vraiment appliquer ce principe-là jusqu'au bout, il faudrait drastiquement augmenter la capacité des centres fermés. Alors, c'est la velléité du gouvernement d'augmenter en partie les places en centre fermé. Mais si on voulait vraiment mettre toutes les personnes qui n'ont pas le droit de séjour dans des centres fermés, il faudrait sans doute multiplier ces centres par plusieurs unités et pas simplement les augmenter de quelques centaines de places. Il y a une sorte peut-être de pari consistant à dire il est impossible de criminaliser et de renvoyer toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'être ici sans se transformer en État policier et totalitaire. Et donc, on va s'attaquer en priorité aux criminels, on va s'attaquer en priorité aux gens dangereux, et on espère que les autres, même si toute personne qui arrive, qui peut se faire attraper sans titre de séjour, risque de se faire renvoyer dans son pays si les conditions le permettent, on espère que le reste va constituer une sorte de message dissuasif. Donc, via le centre fermé, vous pouvez vous poser la question de la justice migratoire en tant que telle. Euh, il, y a, il y a quelque chose de terriblement injuste d'enfermer, de renvoyer des gens, mais il est vrai qu'il n'est pas non plus simple de dire, de prendre la position complètement inverse, disant ah ben il suffit d'arriver sur le territoire d'un pays donné comme la Belgique et d'avoir automatiquement un droit de séjour. Ça ne va pas non plus. D'autant que cette position-là n'est pas nécessairement beaucoup plus juste, parce que ce ne sont pas nécessairement les plus pauvres qui migrent. C'est les gens qui en ont le capital, qui en ont les moyens, qui en ont quelque part le culot. Si on se contente de dire on donne un permis de séjour aux gens qui arrivent, pas à tous les gens qui auraient vocation à arriver parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, on consacre aussi une certaine liberté, un certain néolibéralisme. Donc il y a quelque chose de très complexe dès que vous commencez à creuser dans toutes les attendus de la question migratoire. Si vous voulez résoudre la question migratoire de manière conforme aux droits de l'homme, sans doute faut-il s'intéresser aux centres fermés, mais il faut aussi s'intéresser aux causes de la migration et aux causes qui font que le monde est objectivement injuste et inégalitaire dans nos chances d'avoir une vie meilleure et donc dans nos chances de migrer. C'est vrai que le grand défi, c'est de clarifier cette distinction entre réfugiés et migrants économiques qu'on nous vend et qui est acceptée par les politiques et qui
et qui sert de base pour développer de nombreuses politiques. On ne cesse de nous dire dans les différents pays d'Europe que, ok, on va prendre notre part des vrais demandeurs d'asile, ceux qui ont de bonnes raisons de migrer, et qu'on va les trier, on, on va les trier en dehors des autres, sous-entendu, ces profiteurs de migrants économiques. Ce n'est pas une distinction aussi simple à faire. D'abord parce que matériellement, les gens migrent rarement pour une raison. Ils migrent pour des tas de raisons différenciées. C'est nous qui, à l'arrivée, faisons des cases parfois faciles pour trier les uns et les autres, mais il y a des tas de gens qui seraient, dans leur trajet migratoire, philosophiquement incapables de différencier aussi facilement que nous les motifs économiques que des motifs politiques. Si vous prenez l'histoire d'une famille syrienne classique qui a d'abord migré en Turquie, qui s'est établie là, mais dans des camps installés par des ONG, et puis qui décide après d'aller en Europe parce qu'il n'y a aucune perspective en Turquie, eh bien, vous mélangez déjà les critères entre demandeurs d'asile et migrants économiques. Euh, mais la distinction est toutefois juridiquement nécessaire parce que les demandeurs d'asile sont dans un programme de protection internationale et des conventions de Genève qui obligent et contraignent les États signataires à accepter les gens qui s'estiment avec raison en danger pour des raisons liées à leurs convictions, à leur état social, le fait qu'ils puissent être discriminés, soumis à la torture ou simplement qu'ils vivent dans des environnements en guerre, et les autres. Objectivement, il n'y a pas, sauf lorsque des États font des politiques de migration économique délibérées, il n'y a pas une voie qui impose à un État de recevoir des gens pour des causes de misère ou de désœuvrement. Et là, sans doute pour l'avenir, va se poser aux Européens et aux pays d'accueil une double question. D'abord, est-ce que pour des raisons non seulement de valeur mais d'intérêt, est-ce qu'il ne faudrait pas une plus grande ouverture à des canaux migratoires économiques en lien avec ce que les pays d'accueil peuvent absorber? Il ne s'agit pas d'ouvrir toutes les frontières, il s'agit de voir si, en fonction de notre démographie, et spécialement nous Européens, notre démographie vieillissante, il n'y aurait pas une place pour un peu plus d'ouverture. Et puis deuxièmement, et ça c'est un défi qui se pose à l'ensemble de la planète, euh, repenser ces divisions entre migrants économiques et bénéficiaires de la protection internationale, au-delà du droit, en droit elle existe, il n'y a pas de doute, mais encore une fois en termes de morale et de philosophie, nous avons une tendance à considérer que les gens qui fuient un pays en raison de leur opinion ou parce que c'est la guerre ou parce qu'ils veulent fuir une discrimination, eh bien c'est quelque part quelque chose de plus noble et de moralement mieux valorisé que de migrer parce que eh bien, on est pauvre, désœuvré ou qu'on n'a aucune perspective d'avenir dans son pays. On pourrait s'interroger si c'est beaucoup plus noble finalement de migrer pour des raisons politiques, parce qu'on est dans les bonnes cases idéologiques d'une époque donnée, que de migrer parce que on se dit que si on reste là et que si on ne bouge pas, on n'a aucune chance de mener une vie qui vaut, selon ses propres critères, la peine d'être vécue. Ça, je crois que c'est un vrai défi. Et encore une fois, il ne peut pas se résoudre qu'avec des politiques migratoires. Il doit se résoudre avec des actions dans les pays d'origine pour faire en sorte que, eh bien, que la migration, ne soit pas la seule option pour des individus. Nous dialoguons comme si nous avions la faculté de migrer pour réussir nos vies, mais en fait, nous n'avons pas besoin de migrer pour réussir nos vies. Nous pouvons le faire, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Et bien, pour des tas d'autres gens, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe sur Terre. Et puis, essayer de voir ensemble si, au-delà du travail sur les causes des migrations, on pourrait arriver un jour à un monde où tout le monde serait à égalité autour de la question migratoire, c'est-à-dire est-ce que la migration est pour moi une nécessité ou un luxe. Il n'y a que comme ça, en réconciliant la migration avec le fait d'être une possibilité positive pour tout le monde, pour le migrant, pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine, pourquoi pas, qu'on peut arriver à repositiver ce sujet, et non pas en s'enfouissant la tête dans le sable et en essayant de construire des forteresses de plus en plus hautes. Le problème de la migration, c'est que ce n'est pas juste, ça ne peut pas juste se traiter avec le vocabulaire et les valeurs de la migration. La migration est un symptôme, un phénomène euh,
une tour de Babel beaucoup plus large. Dans la migration, vous avez du politique, de l'économique, du social, de l'identitaire, du religieux, du géopolitique. Vous avez de tout. Et en l'occurrence, essayer d'imaginer une vision positive des migrations consiste à sans doute faire en sorte que ce ne soit qu'on migre beaucoup moins par besoin à l'avenir et beaucoup plus par luxe et par possibilité, que tous les habitants de la planète aient un peu le luxe que les habitants des pays du Nord ont, c'est-à-dire migrer pour améliorer leur quotidien ou par tourisme, mais sans être absolument contraint de le faire. Euh, ça nécessite un rééquilibrage des économies, qui est une question économique bien plus qu'une question migratoire. Ça demande un investissement sans doute majeur dans la coopération au développement. Les pays européens ne sont pas tous enclins à augmenter leur contribution en la matière. C'est un sujet difficile, quelque chose qu'on dit peu, qui n'est peut-être pas très politiquement correct à dire, mais quand un pays commence à se développer, que ce soit grâce à la coopération au développement ou sans, dans un premier temps, il va développer une classe moyenne, il va s'enrichir et il va envoyer plus de migrants. Est-ce que vous allez donner la capacité à plus de gens de migrer ailleurs et davantage d'envie également? Parce que dans la migration, l'imaginaire joue beaucoup. Qu'est-ce que moi, individuellement, je peux espérer pour moi, ma famille, mes proches, en allant chercher de la famille ou en allant chercher des ressources ou un travail ailleurs? Et donc, de là à imaginer qu'il pourrait parfois y avoir un calcul cynique consistant à dire bah justement restons riches au milieu de pays pauvres et ne développons pas d'économie particulière, je ne crois pas qu'on en soit là heureusement. Mais il y a le fait que si on veut sortir euh, de la question migratoire par le haut sur plusieurs générations, il n'y a rien à faire. Il faut que les pays qui entourent l'Europe, essentiellement les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, se développent afin d'avoir des systèmes économiques qui ne contraignent pas leur démographique jeunesse future à avoir envie de tenter leur chance ailleurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas on peut pas avoir que les bienfaits de la mondialisation. On ne peut pas se dire la mondialisation, on en prend les bénéfices pour la libre circulation des biens, des services, des capitaux, mais pas des personnes. Ou alors on doit faire un peu plus de commerce équitable, faire en sorte que on paye peut-être un peu plus cher, par exemple les métaux rares que nous utilisons pour mettre dans nos GSM, que nous payons ensuite à prix d'or à certaines grandes marques qui sans doute en rétribuent une très faible part à l'ouvrier congolais qui a été extraire les métaux rares. C'est sans doute toute la manière dont le système économique fonctionne. En tous les cas, une chose est sûre, on va avoir du mal à rester les bénéficiaires nets d'un système tout en disant euh, nous restons les bénéficiaires nets d'un système d'échange, mais par ailleurs nous voulons nous protéger de toutes les conséquences consistant à ce que les pays qui nous entourent restent pauvres et nous allons faire des barricades de plus en plus hautes. Ça, je ne vois pas comment ça peut tenir parce que l'histoire a montré qu'aucun mur ne tient durablement face à des gens qui ont une envie d'ailleurs. Donc nous n'avons pas le choix, sauf dérive des continents express et inattendus, l'Europe va rester géographiquement là où elle se trouve. Nous avons un intérêt évident à ce que les pays qui nous entourent, et singulièrement les pays d'Afrique, se développent, se stabilisent démographiquement, et que la migration ne soit plus un enjeu crucial pour eux. Je ne vois pas d'autre manière de nous en sortir. Je dirais que la tendance européenne actuelle est clairement d'essayer de se fermer de plus en plus, d'envoyer un message de fermeté de plus en plus, de se protéger face à ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'appel d'air. L'appel d'air, c'est cette idée en partie fantasmagorique et en partie vraie, c'est tout le problème, que si vous accueillez trop favorablement les gens, si vous leur donnez trop de droits, ils vont être plus nombreux à venir demain. Bon, c'est en partie faux parce que la première cause de migration des gens, c'est évidemment leur propre situation. Le plus grand appel d'air, c'est la différence de niveau de vie ou la différence d'état de paix entre deux endroits. C'est en partie vrai parce que nous sommes dans un monde mondialisé où, en effet, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, qu'elle soit diffusée par des canaux technologiques et Internet en particulier depuis une vingtaine d'années, ou qu'elle soit véhiculée par les passeurs et les trafiquants qui se font
un pognon indécent sur le dos des migrants voulant changer de vie. Tout ça est vrai parce que en migration, plus peut-être qu'en économie et dans d'autres matières, ce qui est dit a une importance aussi énorme que ce qui est fait. Et donc, la politique de fermeté de l'Europe vise non seulement à se fermer un petit peu davantage, mais surtout à le faire savoir et essayer de dissuader les gens de venir au maximum. Euh, on, peut, on peut le comprendre parce que les opinions publiques, pour certaines raisons liées à la crise migratoire, à un vieux fantasme d'invasion barbare, a un peu peur d'une migration qui ne serait pas contrôlée et qu'elle voit comme une menace sur son identité. Et cette peur, il faut l'entendre. Il ne faut pas s'y résoudre, mais il faut l'entendre dans ce qu'elle a de crainte identitaire. Les gens, dans de nombreux pays européens, ont en effet peur que leurs valeurs, leur identité, leur langue, leur religion, leurs convictions puissent être mises en danger par une migration non maîtrisée. Et donc, il y a plusieurs manières de faire face à cette peur. On peut faire la morale aux gens en leur disant mais non, accueillez tout le monde, on n'en parlera plus. On peut essayer de leur faire peur en disant oui, oui, vous avez raison d'avoir peur et la seule solution c'est de s'enfermer. Ou alors on peut essayer de se dire qu'il y a une impasse dans l'une et dans l'autre direction, essayer de construire autre chose, consistant à dire euh, on peut comprendre que des États européens et l'Europe veulent maîtriser ses frontières. C'est quelque chose de légitime. Mais elle doit rester ouverte, d'une part, à une certaine migration pour, pour ses propres intérêts, parce qu'elle vieillit de toute manière, parce que c'est juste de continuer à accueillir les gens qui sont dans le besoin, ne serait-ce que ceux qui sont poussés par un souci de protection internationale, et que c'est même son devoir, et que par ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, l'Europe ne peut pas considérer qu'elle est seule maîtresse de son destin si elle refuse de s'intéresser au destin des pays qui la voisinent. C'est-à-dire nous, Européens, sommes insérés dans un monde et nous en portons une partie de responsabilité. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est compliqué pour des responsables politiques qui sont élus, et c'est normal, par une population locale et pour une durée déterminée, c'est très dur d'amener des populations, une opinion publique au raisonnement consistant à dire, écoutez les amis, il faut mener le plus simple serait qu'on se protège tous et qu'on ferme tous les robinets et qu'on se clôture les uns les autres. Mais le plus réaliste à moyen et à long terme, c'est un peu comme en écologie au fond, c'est de raisonner comme si nous étions interdépendants du reste du monde. Et d'avoir une politique qui associe une maîtrise des frontières avec une ouverture combinée au fait que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et que légitimement, au bout du compte, le citoyen européen n'a pas plus choisi de naître là où il est que le citoyen du pays du Sud. Et que si on ne se sent pas concerné par cette injustice, si on se dit vraiment que nous sommes européens et que nous avons de la chance de naître, d'évoluer dans une certaine opulence comme si nous le méritions, alors que nous ne le méritons rien, alors on aura raté quelque chose et on ne mettra pas fin à, à, ce, à cette inégalité qui va faire en sorte qu'on va avoir toujours des flux migratoires à l'avenir. Donc le grand défi, et c'est là qu'il va demander des hommes et des femmes d'État de plus en plus nombreux, c'est de faire comprendre l'interdépendance entre ce qu'est l'Europe aujourd'hui et le reste du monde. Ceci tout en arrivant à donner des réponses rationnelles à certaines peurs. Et ça peut tourner autour d'une maîtrise des frontières, mais avec des frontières plus ouvertes avec ce que le monde a à nous donner dans l'intérêt des uns et des autres. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a plus vraiment de crise migratoire, il y a une crise politique à rebours qui est arrivée 2 ans et demi après la crise migratoire, parce que sur ce laps de temps, échaudé en partie par la crise migratoire, mais pas seulement, des opinions publiques de plus en plus euh, cabrées sur les questions identitaires font de plus en plus confiance à des pouvoirs plus autoritaires, plus forts, plus populistes, sans doute parce que
commence à entrer dans les têtes l'idée que le monde devient un beau chaos et que finalement ce sont ceux qui vont avoir la position la plus ferme et qui assument que le monde est inégalitaire mais que nous n'avons pas à en faire plus que les autres, qui vont gagner au fond chacun pour soi. Sans doute que la réaction européenne à la crise de 2015, qui s'est faite sous un mode de football panique, joue une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que vous avez eu des États, des États du Sud relativement abandonnés devant l'importance de flux migratoires, comme la Grèce ou l'Italie. Une réaction européenne qui s'est faite en plusieurs temps avec des mécanismes de solidarité dont certains pays ont refusé de jouer le jeu. Je pense à des pays de l'Est qui, encore aujourd'hui, refusent d'accueillir par voie de relocalisation des demandeurs d'asile ou des réfugiés et qui se font même poursuivre par la Commission européenne pour ce faire. D'autres pays qui ont essayé de la jouer de manière très généreuse et ouverte comme l'Allemagne avant de faire marche arrière en plusieurs points. Et donc, ça montre qu'il y a quelque chose de non abouti sur la question européenne. On ne peut pas s'en sortir avec le principe de Dublin actuel, et ça c'est le seul point sur lequel tout le monde est d'accord. Donc, on est en train d'essayer de trouver, tant qu'on ne règle pas Dublin, des mécanismes alliant principe de solidarité, hotspot, un peu de fermeté par-ci, un peu de solidarité par-là. Je pense qu'on n'est pas au bout du processus. L'idéal serait un processus de Dublin réformé par lequel eh bien, les pays d'entrée gardent une certaine responsabilité, mais au-dessus d'un certain seuil peuvent automatiquement faire appel à une responsabilité européenne. Peut-être que l'avenir serait aussi un monde où il serait possible, depuis l'extérieur, de demander l'asile à l'Union européenne, pourquoi pas, qu'il y ait une certaine externalisation. Toutes les externalisations migratoires ne sont pas nécessairement mauvaises. On pourrait imaginer qu'en cas de grave crise humanitaire, en Syrie ou ailleurs, eh bien, on puisse à distance prendre un certain nombre de demandeurs d'asile et se les répartir de manière juste et harmonieuse au sein des pays de l'Union, et que ce soit l'Union européenne ou un pays déterminé, selon des critères très stricts, qui soit chargé du suivi d'une demande d'asile. On peut tout imaginer. Mais pour l'instant, on ne sent pas cette convergence des points de vue européens autre que prenons le plus dénominateur commun de nos peurs. Jusqu'à présent, c'est un petit peu cette direction-là qu'on va.